l'air de la nuit est frais contre ton visage, chargé d'humidité venue des rizières et des rivières lointaines, une fraîcheur humide qui parle d'eau et de végétation. Tu marches sur une route qui serpente dans l'obscurité, suivant ses courbes tandis qu'elle traverse de basses collines qui s'élèvent doucement de chaque côté. Ces collines sont couvertes d'arbres, leur forme à peine visible contre le ciel nocturne, des masses sombres qui encadrent la vallée vers laquelle Kyoto s'étend. La route sous tes pieds est en terre battue, lissée par le passage, et elle se distingue des chemins de pierre que tu as connus ailleurs, plus douce, plus souple sous les pas, chaque pas ne produit presque aucun bruit. La terre absorbant l'impact, laissant place à d'autres sons, le froissement des feuilles, l'appel lointain d'un oiseau nocturne, au-dessus de toi, le ciel est parsemé d'étoiles, parfois voilé par des nuages qui passent lentement, cachant puis révélant des motifs de lumière. L'air porte des odeurs de terre et de végétation, de pins sur les pentes, de champs cultivés où les plantes poussent en rang soigneusement entretenus le jour. C'est un paysage façonné, non sauvage, chaque partie modelée par la main humaine, aménagée, plantée et entretenue au fil des générations. Mais la nuit, cette présence humaine devient discrète, suggérée plus que visible, et la terre semble paisible. Reposant du travail du jour, en avançant, la vallée devant toi commence à se révéler, non d'un seul coup, mais lentement, tandis que l'obscurité distingue peu à peu différentes nuances de noir. Les collines descendent vers un terrain plus bas, formant un bassin naturel, et dans ce bassin, Kyoto s'étend, encore indistincte. Ce que tu perçois d'abord, ce sont des lumières, de petits points dispersés dans l'obscurité, marquant l'emplacement des habitations, là où des lampes ont été allumées. Ces lumières ne sont ni nombreuses ni vives, seulement quelques lueurs chaudes, orangées, qui vacillent légèrement, suggérant des flammes derrière des écrans de papier. Le Kyoto médiéval n'est pas une ville de murs de pierre et de tours défensives comme en Europe, mais quelque chose de différent, posé plus légèrement sur la terre. La ville vit en harmonie avec sa géographie, épousant la vallée comme si elle y avait poussé naturellement, plutôt que d'y avoir été imposée. À mesure que tu descends, les lumières se multiplient, deviennent plus fréquentes, et tu commences à ressentir l'étendue de ce qui t'attend. Kyoto est vaste, l'une des grandes villes du Japon médiéval, abritant des centaines de milliers de personnes, centre politique et culturel d'une importance considérable, mais depuis ici, dans la nuit, elle apparaît comme une constellation de lumière sur le fond sombre de la vallée. Rien de monumental ou d'écrasant, simplement une présence humaine étendue dans l'espace. La route s'aplanit en atteignant le fond de la vallée, et l'atmosphère change. Tu traverses maintenant des terres cultivées, des rizières inondées pendant la saison de croissance mais plus sèches à présent, leur surface reflétant faiblement la lumière des étoiles. De petites constructions apparaissent le long du chemin, bâtiments de stockage ou petits sanctuaires, structures de bois simples marquant le passage des terres agricoles à la lisière de la ville. L'air transporte ici d'autres odeurs, moins sauvages que sur les collines, mêlées à la fumée des foyers, à la signature olfactive de l'habitat humain. Tu entends désormais l'eau, coulant dans des canaux d'irrigation longeant la route, des réseaux qui conduisent l'eau des rivières vers les champs puis vers la ville. Le son est doux et continu, un murmure discret qui parle d'ingénierie patiente, de systèmes hydrauliques au service de cette vallée depuis des siècles. La route que tu suis rejoint une autre voie, plus large, venant d'une direction différente, et ensemble elles continuent vers la ville. Ce carrefour n'est marqué par aucun monument, aucun signe, seulement la rencontre naturelle de chemins, et tu poursuis tout droit. Les bâtiments deviennent plus fréquents, de petites maisons en retrait de la route, entourées de jardins et de clôtures. Ce sont les habitations extérieures de Kyoto, celles des cultivateurs qui travaillent les champs proches mais vivent assez près pour faire partie de la communauté urbaine. Les constructions sont en bois, faites de structures en charpente, couvertes de chaumes ou de bardeaux, basses, rarement plus hautes qu'un étage. Même dans l'obscurité, tu perçois leur élégance simple, les lignes nettes et les proportions soignées propres à l'architecture japonaise. La route continue, les maisons se rapprochent,
les espaces entre elles se resserrent, jusqu'à ce que tu te déplaces dans un espace clairement urbain, encore aéré, mais déjà distinct du monde rural. Des clôtures bordent désormais le chemin. Des structures de bois délimitant les propriétés, et au-delà, tu distingues les formes des maisons et des jardins. Certaines habitations laissent filtrer la lumière à travers leurs parois, des lueurs chaudes qui révèlent leur structure, faites de cadres et d'écrans plutôt que de murs pleins. À cette époque, les bâtiments japonais sont conçus différemment, utilisant le bois, le papier et le bambou, créant des structures solides et souples à la fois. Les murs ne sont pas des barrières opaques, mais des cloisons coulissantes, des chiffres faits de cadres de bois recouverts de papier translucide, laissant passer la lumière tout en préservant l'intimité, à travers ces écrans lumineux. Tu perçois parfois des ombres en mouvement, silhouettes de personnes vaquant à leurs occupations du soir, sans que les détails soient visibles. La lumière à travers les chis est douce et belle, transformant les maisons en lanternes, des volumes géométriques de chaleur posés dans la nuit. Tu passes devant ces demeures lentement, avec respect, sans t'arrêter, laissant simplement leur beauté t'accompagner. La route mène vers des zones plus denses, où les bâtiments se touchent presque, où les espaces se comptent en pas plutôt qu'en distance ouverte. Ici, l'atmosphère glisse de la périphérie vers le cœur urbain, des habitations dispersées vers un tissu continu. Le sol reste en terre battue, mais plus compact, durci par le passage constant, et tes pas commencent à produire davantage de son. La ville ne s'annonce ni par des portes ni par des murailles, ne trace pas de frontières nettes entre dehors et dedans, elle s'accumule simplement, les bâtiments devenant plus nombreux, les rues plus définies, jusqu'à ce que tu sois clairement à l'intérieur de Kyoto sans pouvoir dire quand cela a commencé. Cette transition progressive correspond à l'esprit de la ville, à sa manière d'exister comme une partie intégrante de la vallée. Devant toi, les lumières se font plus abondantes, des rues entières illuminées, formant des rivières de clarté dans l'obscurité. Les sons de la ville te parviennent plus distinctement, des voix lointaines, l'aboiement d'un chien, le craquement du bois, tous ces bruits discrets de la présence humaine, mais ces sons restent feutrés, doux, loin de l'agitation du jour, porteur du rythme calme du soir et de la nuit. Tu passes devant un petit sanctuaire en retrait de la route, reconnaissable à son torii, deux piliers verticaux surmontés de traverses horizontales, marquant un seuil sacré. Le sanctuaire est sombre, les rites quotidiens achevés, mais sa présence signale un lieu où le divin touche le monde des hommes. De tels sanctuaires sont disséminés dans tout Kyoto, protégeant les quartiers, les carrefours, offrant des lieux de prière. La route devient maintenant une véritable rue, bordée de bâtiments des deux côtés, et tu es pleinement dans le Kyoto médiéval, entouré de son architecture de bois et de sa vie nocturne tranquille. La transition est achevée, bien qu'elle se soit faite si lentement qu'aucun moment précis ne la marque. Ainsi existe Kyoto, non comme une forteresse close, mais comme une extension naturelle de la terre qu'elle occupe, une cité humaine née du fond de la vallée comme le riz des champs alentour. Tu avances dans la ville, et Kyoto t'accueille sans cérémonie, te laissant simplement entrer et parcourir ses rues. Les bâtiments autour de toi sont plus hauts qu'à la périphérie. Certains atteignant 2 étages, plus serrés les uns contre les autres, dessinant des rues qui canalisent le mouvement. Les façades de bois sont sombres dans la nuit, absorbant la lumière, créant une atmosphère urbaine plus douce et plus silencieuse que celle des villes de pierre. Tes pas sont amortis par la terre et le bois, et la ville semble retenir le bruit, respectueuse du calme nocturne. Tu continues d'avancer, et Kyoto s'étend autour de toi, dans toutes les directions, un vaste réseau de constructions de bois et de rues étroites, reposant sous le ciel frais de la nuit. Tu te trouves maintenant pleinement à l'intérieur de Kyoto, même si la ville n'a rien annoncé, sans porte ni mur pour marquer le passage. La transition s'est faite lentement, presque sans que tu t'en rendes compte, les bâtiments devenant simplement plus nombreux, jusqu'à ce que la campagne disparaisse entièrement et que seule la ville demeure. C'est ainsi que Kyoto existe, sans fortification séparant l'intérieur de l'extérieur, sans architecture défensive comme dans tant de villes médiévales.
la ville se densifiait simplement, les constructions de bois se multiplient, les clôtures et les murs apparaissent pour délimiter l'espace privé, non pour repousser un ennemi. La route que tu suivais devient une rue, toujours en terre battue mais plus nettement dessinée, bordée de chaque côté par des clôtures de bois et des façades. Ces clôtures sont simples, faites de bambou ou de planches dressées verticalement, hautes de 5 ou 6 pieds, juste assez pour préserver l'intimité visuelle. Le bois est patiné, devenu gris doux avec le temps, se fondant naturellement dans l'environnement au lieu de s'en détacher. Certaines clôtures intègrent des tressages de bambou en motif losangé, des écrans à la fois pratiques et élégants, laissant passer l'air tout en bloquant le regard. Derrière ces clôtures, tu aperçois les premières maisons des quartiers résidentiels. Des constructions basses de bois, proches du sol, à la périphérie, les bâtiments n'ont qu'un étage, leur toit couvert de tuiles sombres ou de bardeaux, lourds et solides malgré la légèreté des murs, les toits débordent largement, formant de profondes avancées qui protègent de la pluie et créent des zones abritées le long des façades. Tes pas sur la terre tassée ont changé de texture, devenant plus doux, plus étouffé, le sol ayant été compacté par des milliers de passages au fil des années. Le son est à peine perceptible, absorbé par la terre et le bois alentour, créant un silence profond. Ce calme n'est pas un vide, mais un repos, la ville qui se retient, qui respire doucement, gardant son énergie pour le lendemain. La rue n'est pas droite, elle ondule légèrement, suivant les formes du terrain ou d'anciennes limites, et tu suis ces courbes sans y penser. Le Kyoto médiéval possède un ordre, mais sans rigidité. Ces rues sont organisées avec intention tout en restant souples, adaptées à la terre. Les bâtiments que tu longes laissent parfois filtrer la lumière, des lueurs chaudes visibles à travers des parois translucides. Ces parois sont des cadres de bois recouverts de papier, les shi, qui transforment les maisons éclairées en volumes lumineux et doux. La lumière est diffuse, sans arête nette, créant une atmosphère paisible et intime. À travers ces écrans lumineux, tu perçois parfois des ombres, des silhouettes humaines qui se déplacent, préparent le repas du soir ou restent assises ensemble. Rien de précis n'apparaît, seulement la suggestion d'une présence, la certitude que des vies se déroulent derrière ces parois fragiles. L'intimité est préservée, même lorsque les maisons signalent qu'elles sont habitées, un équilibre subtil entre visibilité et retrait. Tu remarques que le sol est plus propre ici que tu ne l'aurais imaginé, balayé, entretenu par les habitants devant leurs portes. Ce soin collectif est visible partout, dans l'ordre des maisons, l'état des clôtures, l'absence de débris. Le Kyoto médiéval fonctionne sur une responsabilité partagée, chaque foyer participant au bien-être du quartier, maintenant l'ordre par la coopération. La rue s'élargit légèrement devant toi, et tu arrives à un premier carrefour, où une autre rue coupe perpendiculairement ton chemin. À l'angle se tient un petit sanctuaire, reconnaissable à son taurier rouge, dont la couleur assombrie ressort à peine dans la nuit. Le sanctuaire est minuscule, peut-être 6 pieds de côté, une simple structure de bois protégeant un espace sacré pour les offrandes et les prières. Même en pleine nuit, des fleurs fraîches reposent dans un petit vase, signe qu'une visite récente a entretenu ce lien spirituel. Ces sanctuaires de quartier sont nombreux à Kyoto, protégeant les carrefours, les communautés, offrant des lieux de dévotion quotidienne. Tu t'arrêtes un instant, regardant la rue perpendiculaire, semblable à celle que tu suis, étroite et bordée de maisons de bois. Le choix n'a pas d'importance, et tu continues tout droit, t'enfonçant davantage dans la ville. Au-delà du carrefour, les bâtiments gagnent un peu en hauteur, certains atteignant 2 étages, tout en conservant les mêmes proportions calmes. Cette hauteur supplémentaire referme davantage l'espace, le ciel se trouvant plus encadré, et tu te sens pleinement au cœur de la ville. Les façades de bois varient. Certaines à planches horizontales, d'autres verticales, parfois recouvertes d'un enduit clair à base de terre. Toutes partagent cependant le même esprit, les mêmes matériaux naturels, la même sobriété, la même harmonie entre structure et espace. Tu passes devant un bâtiment plus vaste, légèrement en retrait. Peut-être une maison de marchand ou un atelier,
Par ces ouvertures, tu aperçois un intérieur éclairé par des lampes à huile, des tatamis couvrant le sol en motifs réguliers, des meubles ballongent les murs, laissant le centre libre, reflétant une conception fluide de l'espace intérieur. Tu ne fais que jeter un regard, sans t'attarder, respectant l'intimité du lieu. La rue continue, et le motif se répète, maison de bois, écran lumineux, lumières espacées, silence profond, ton pas ralentit encore, ton corps s'accordant naturellement au rythme de cet endroit. Marcher dans Kyoto la nuit n'est pas une question d'arrivée, mais de présence, d'attention portée à chaque instant. La ville semble encourager cette lenteur, ses rues étroites empêchant la hâte, son calme invitant à la tranquillité. Tu remarques des seaux de bois disposés régulièrement le long de la rue, remplis d'eau, destinés à prévenir les incendies. Kyoto, presque entièrement construite en bois, vit avec la conscience permanente de ce danger, et les habitants entretiennent ces réserves collectivement. Ces seaux parlent de fragilité, mais aussi de solidarité, de responsabilité partagée. La rue se resserre de nouveau, devenant à peine assez large pour que deux personnes se croisent. Les murs de bois frôlent presque tes épaules, et les avant-toits opposés semblent se rejoindre au-dessus de ta tête. Le passage devient presque un tunnel, intime et enveloppant, et tu avances lentement dans cette proximité. Le bois est sombre, marqué par l'âge, absorbant la lumière et créant des ombres profondes. Cet enfermement n'est pas oppressant, mais protecteur. À taille humaine, sûr et contenu, tes pas sont désormais presque inaudibles, totalement absorbés, et tu avances dans la ville endormie comme une présence discrète. Kyoto accepte ton passage sans réaction, te laissant traverser ses rues, observer son visage nocturne. La ville ne te demande rien, n'offre ni spectacle ni distraction, seulement l'espace pour marcher calmement, et tu acceptes cette offrande, avançant lentement entre les façades de bois, respirant l'air frais de la nuit, existant paisiblement au cœur de cette ancienne capitale. Les rues de Kyoto existent différemment de celles des autres villes que tu as connues, construites entièrement de bois et de terre plutôt que de pierre, créant des espaces plus doux, plus silencieux, plus organiques. Tu marches maintenant dans un quartier résidentiel où ce caractère de bois est le plus perceptible, où chaque surface est faite de bois ou de terre, où rien de dur ne renvoie la lumière ni le son. Les bâtiments de part et d'autre sont construits avec la même attention portée aux matériaux et aux proportions, leurs façades composées d'éléments verticaux et horizontaux formant des motifs géométriques discrets. Le bois varie en couleur et en texture. Plus sombre là où il a été davantage exposé, plus clair là où les avant-toits l'ont protégé, créant une diversité visuelle à l'intérieur d'une grande unité. Les façades ne sont ni peintes ni ornées de décorations complexes, laissées naturelles, permettant à la beauté du bois de s'exprimer. Le grain et la teinte suffisant à créer l'intérêt visuel. Cette tenue reflète les valeurs esthétiques japonaises, une préférence pour la simplicité et les matériaux naturels plutôt que pour l'ornement artificiel. Les portes coulissantes qui donnent sur la rue sont maintenant fermées, des panneaux de bois glissés dans le rail, maintenus en place pour la nuit. Elles sont solides sans être lourdes, conçues pour s'ouvrir entièrement quand il le faut, effaçant le mur et reliant intérieur et extérieur sans rupture. Le jour, ces portes peuvent disparaître complètement, supprimant la frontière entre la maison et la rue, laissant les habitations respirer. À présent, elles forment des parois pleines, protégeant l'intimité et la sécurité tout en conservant la légèreté de l'ensemble. Au-dessus du rez-de-chaussée, beaucoup de bâtiments avancent légèrement vers la rue, leurs étages supérieurs en surplomb, souvent fermés par des écrans coulissants plutôt que par des murs pleins. Ces écrans sont des shiji, cadres de bois recouverts de papier translucide. Et lorsqu'ils sont éclairés de l'intérieur, ils diffusent une lueur douce qui révèle leur trame. La lumière qui les traverse est tamisée, sans contour net comme à travers le verre, donnant à tout ce qu'elle touche une qualité apaisante. Tu remarques que cette lumière ne se reflète pas sur les façades de bois en face, ne rebondit pas, mais est absorbée, disparaissant dans le grain sombre. L'atmosphère nocturne est très différente de celle des villes de pierre où la lumière se multiplie et s'accumule. Ici,
La lumière reste proche de sa source, contenue, et l'obscurité domine, complète et confortable. Tes pas produisent à peine un son, la terre tassée les absorbe. Le bois alentour étouffe toute tentative d'écho, cette qualité acoustique crée un calme profond, une immobilité qui invite naturellement à la contemplation. Tu te surprends à marcher encore plus lentement, comme si la rue t'enseignait son propre rythme, doux et posé. La rue que tu suis est parfaitement droite sur une centaine de pieds, une rareté qui te permet de voir plus loin que dans les passages sinueux. Cette rectitude révèle le motif répétitif des bâtiments, leur alignement précis. Leur hauteur et retrait réguliers formant un rythme visuel, le Kyoto médiéval, contrairement à beaucoup de villes médiévales organiques, comporte des zones en damier, des rues perpendiculaires dessinant des quartiers ordonnés. Cela reflète son passé de capitale impériale, une ville pensée avec intention plutôt que façonnée uniquement par le hasard. Même dans cet ordre, une souplesse demeure, la rigueur du plan adoucie par l'usage et le temps. La portion droite s'achève lorsque la rue se courbe pour contourner un bâtiment ancien ou un détail du terrain, et tu suis naturellement cette courbe. La rue se resserre alors, devenant à peine large de 6 pieds, les bâtiments se rapprochant de chaque côté, les murs de bois sont si proches que tu pourrais toucher les deux côtés en tendant les bras, et tu te sens enveloppé par l'architecture. Cette proximité n'est pas menaçante, elle est rassurante. Créant une échelle humaine, une intimité qui prolonge l'espace domestique, certaines maisons possèdent des fenêtres à treillis au niveau de la rue, des grilles de bois formant des motifs réguliers, derrière lesquels apparaît parfois une faible lueur. Ces treillis laissent circuler l'air tout en empêchant le regard direct, préservant l'intimité tout en reconnaissant la rue. Par l'une de ces fenêtres, tu entends des sons très discrets, des voix japonaises murmurées, incompréhensibles mais calmes, posées. Une famille est réunie à l'intérieur, parlant doucement avant le sommeil, et même sans comprendre les mots, tu perçois la chaleur de ces voix. Le son s'éteint à mesure que tu passes, se fondant dans le calme général, ne laissant qu'une trace fugace. La rue s'ouvre légèrement sur un espace où plusieurs voies se rejoignent, pas une place formelle, simplement un élargissement naturel. Là, quelqu'un a disposé un bassin de pierre, rectangulaire, rempli d'eau, avec une louche de bois posée à côté. C'est un point d'eau public, destiné aux habitants et aux voyageurs, un geste simple de soin communautaire. L'eau est immobile et sombre, ne reflétant rien, simplement présente pour qui en a besoin. Tu ne bois pas, mais tu apprécies la présence de ce bassin, l'attention qu'il incarne. Les rues qui partent de ce carrefour se ressemblent toutes, des passages étroits entre des maisons de bois. Et tu choisis celle qui semble mener vers un endroit encore plus calme. Cette rue est particulièrement étroite, les bâtiments très proches, créant presque un tunnel. Les toits en surplomb de chaque côté se rapprochent au-dessus de toi, ne laissant qu'une bande étroite de ciel. En levant les yeux, tu aperçois des étoiles à travers cette ouverture, des points lumineux lointains, presque irréels face à l'intimité de la rue. Le contraste entre l'immensité du ciel et la proximité de l'espace urbain crée une sensation à la fois vaste et contenue. Ta respiration s'accorde à tes pas, lente et régulière, et tu remarques que chaque expiration produit un son léger. Dans le silence profond de cette rue, même le souffle devient perceptible. Tu passes devant d'autres habitations, toutes closes et silencieuses, leurs murs sombres, leurs toits lourds et protecteurs. Tu observes comment le bois a vieilli différemment selon les bâtiments, plus gris ici, plus sombre là, laissant apparaître des veines marquées, une palette de brun et de gris. Cette patine naturelle est acceptée, appréciée, le passage du temps étant vu comme une qualité et non comme un défaut. Certaines parois montrent des fissures dues aux années, traces naturelles d'un matériau vivant. Elles ne sont réparées que si la structure l'exige, laissées visibles comme témoignage de l'histoire du lieu. Tu longes une maison dont la clôture est faite de bambou, des tiges droites liées verticalement, et même dans la pénombre, leur élégance est perceptible. Le bambou est abondant au Japon, rapide à pousser, polyvalent, présent partout à Kyoto dans les clôtures, les échafaudages, les conduites d'eau.
Son usage reflète une culture qui travaille avec ce que la terre offre, trouvant la beauté dans les ressources disponibles. La rue poursuit ses courbes douces, et tu continues avec elle. L'esprit désormais très calme, les pensées rares et légères, les rues de bois de Kyoto t'ont attiré dans leur atmosphère particulière, leur beauté silencieuse, leur douceur sonore. Tu sens ton attention entièrement posée dans le présent, sans anticipation de ce qui vient, sans attachement à ce qui a été. Il n'y a que ce pas, ce souffle, ce morceau de rue en bois, ce moment paisible. Les bâtiments autour de toi ne sont plus perçus comme des entités distinctes, mais comme un environnement continu, un monde de bois qui t'enveloppe. La frontière entre chaque maison s'estompe, tout se fond dans une expérience unifiée de terre, de bois et de nuit. Tes pas continuent. Discret et régulier, la rue continue, étroite et sinueuse, la nuit continue, profonde et calme, et tu avances lentement au milieu de tout cela, laissant Kyoto se révéler à son propre rythme. À sa manière, les façades de bois t'accompagnent, absorbant la lumière, absorbant le son, absorbant même ta présence dans l'existence nocturne de la ville, et tu te laisses absorber à ton tour, devenant partie de cet instant, de ce lieu, de l'obscurité douce qui contient tout. Tu quittes maintenant la rue principale pour t'engager dans un passage plus étroit, à peine plus large qu'une ruelle, attiré par la curiosité de ce qui se cache derrière les façades de bois que tu longes depuis un moment. Ce passage s'insère entre deux bâtiments, l'espace ne faisant peut-être qu'1,20 m de large. Et il s'éloigne de la rue publique pour pénétrer dans les zones intérieures du quartier. Le sol est toujours en terre battue, mais plus souple, moins tassé par le passage, et tes pas s'y enfoncent légèrement, sans presque produire de son. Des parois de bois s'élèvent de chaque côté, des planches sombres qui absorbent la faible lumière présente. Et tu avances lentement, avec attention, le passage décrit une légère courbe, et tu la suis, une main glissant le long du mur pour t'orienter, sentant sous tes doigts la rugosité du bois vieilli. Après une vingtaine de pas, l'étroite ruelle s'ouvre sur une petite cour intérieure, un espace totalement dissimulé depuis la rue. Accessible uniquement par ses passages discrets, la cour est partiellement pavée de pierres plates, aux formes irrégulières assemblées entre elles, et partiellement couverte de gravier, de petits galets lisses qui crissent doucement sous les pas. Au centre, un bassin de pierre a été installé, un tsukubé destiné aux ablutions rituelles, et l'eau y coule depuis un tuyau de bambou, produisant un léger murmure continu. L'eau est constante et apaisante, remplissant la cour de sa présence sonore, et tu t'arrêtes un instant près du bassin pour écouter. Le bassin est taillé dans un seul bloc de granit, sa surface marquée par le temps, tachée, et de la mousse pousse dans les fissures de ses bords, d'un vert discret même dans l'obscurité. Il sert à la fois à des usages pratiques et spirituels, permettant aux habitants de se purifier avant d'entrer chez eux, reliant les gestes quotidiens à une dimension sacrée. Tout autour, les bâtiments donnent sur la cour, leurs murs arrière formant une enceinte simple, plus sobre que les façades sur rue, sans décor. Purement fonctionnelle, de petites portes mènent à l'intérieur des habitations, et au-dessus, des fenêtres à treillis assurent la ventilation, bien que tout soit fermé et sécurisé pour la nuit. Dans l'un des bâtiments, une lueur chaude filtre par les interstices autour d'une porte, suggérant qu'une personne est encore éveillée à l'intérieur. Aucun son n'en émane, seulement la lumière, et tu respectes cette intimité, sans t'approcher ni chercher à voir davantage. La cour accueille quelques plantes, choisies avec soin et placées précisément, peu nombreuses mais intentionnelles, chacune participant à l'équilibre de l'ensemble. Un petit érable pousse dans un angle. Son tronc fin et élégant, et même sans distinguer ses feuilles dans l'obscurité, tu perçois sa silhouette, l'élan discret de ses branches. À côté, une grande pierre repose, sans fonction décorative évidente, mais placée avec attention, intégrée à la composition de l'espace. L'art du jardin japonais privilégie la simplicité et la suggestion, utilisant peu d'éléments pour créer un effet profond, et cette cour en est une expression claire. Tu remarques que l'organisation ne repose pas sur la symétrie mais sur l'équilibre.
les éléments étant disposés pour créer une harmonie sans ordre rigide, le bassin n'est pas centré, l'arbre se tient sur le côté, le pavage alterne pierre et gravier de manière irrégulière. Et pourtant tout semble juste, naturellement à sa place. Tu fais lentement le tour de la cour, passant de la pierre au gravier puis revenant à la pierre, ressentant les différences de texture sous tes pieds. Les dalles sont lisses et fraîches, tandis que le gravier se déplace légèrement, apportant une variation tactile subtile. Sur un côté, un autre passage s'ouvre, prolongeant le réseau d'espaces intérieurs dissimulés derrière les façades. Tu l'empruntes, et il te conduit vers une seconde cour, plus petite que la première, d'une échelle plus intime. Cette cour ne mesure guère plus de 3 mètres de large, entièrement recouverte de pierres couvertes de mousse. Formant comme un tapis vert sombre qui semble luire doucement dans la nuit, la mousse est épaisse et vivante, nourrie par l'humidité de l'air et un entretien attentif, transformant la pierre en une surface presque organique. Dans un coin, une clôture de bambou crée un écran visuel, dissimulant une partie de la cour, et derrière elle, de l'eau goutte quelque part, produisant un son régulier. Les gouttes frappent la pierre à intervalles espacés, une percussion naturelle qui marque le temps. Sans urgence, cette cour n'appartient qu'à une seule habitation, comprends-tu, un espace privé, et tu prends conscience d'entrer dans un lieu qui n'est pas destiné aux visiteurs, mais le passage était ouvert. Aucun obstacle ne t'en empêchait, et tu observes encore un instant avant de repartir. Une porte coulissante laisse passer une faible lumière à travers son écran de papier, et tu distingues l'ombre d'une personne assise, probablement à une table basse, absorbée par une activité tranquille. La silhouette est immobile, contemplative, et tu imagines quelqu'un lisant ou écrivant à la lumière d'une lampe, trouvant le calme dans l'heure tardive. Tu quittes cette cour et rebrousses chemin par le passage, revenant à la cour plus grande avec le bassin de pierre. De là, un autre passage s'offre à toi, partant dans une direction différente, et tu comprends que ce réseau d'espaces intérieurs est vaste et complexe. Le Kyoto médiéval est construit en strates, les rues publiques formant la couche extérieure, et derrière elles, plusieurs niveaux de cours et de passages créent une profondeur cachée. Cette organisation en couches permet à la fois l'intimité et la communauté, la densité et l'espace pour respirer. Tu suis ce nouveau passage, qui te mène à travers plusieurs petites cours, chacune différente dans ses détails mais semblable dans son esprit. Dans l'une, une petite lanterne de pierre, un théâtre ornée de motifs bouddhiques, se dresse, avec devant elle des offrandes de riz et de fleurs, signe d'une dévotion quotidienne. Dans une autre, une plateforme de bois longe un mur. Une étroite véranda surélevée de quelques centimètres, offrant un espace sec pour s'asseoir. Le bois y est poli par l'usage, et tu imagines des habitants assis là par beau temps, profitant du calme de la cour. Une autre cour est presque vide, à l'exception d'une seule grande pierre placée avec précision en son centre. Sa surface brute, sans taille ni ornement, cette composition minimale crée un espace de contemplation, le vide devenant l'élément principal, la pierre servant de point d'ancrage. Tu comprends alors que ces cours ne sont pas de simples espaces utilitaires, mais de véritables compositions, de petits jardins offrant un soutien esthétique et spirituel. Chacune reflète les principes de l'esthétique japonaise, le wabi-sabi, qui trouve la beauté dans l'imperfection, l'éphémère, les matériaux naturels et les arrangements simples. Ces cours évoluent avec les saisons, la météo, la croissance et le déclin des plantes, tout en conservant leur caractère essentiel. Tu passes de cours en cours, de passage en passage, et le temps devient fluide, difficile à mesurer. Chaque espace invite à la pause, à l'observation, et tu te surprends à t'arrêter souvent. Immobile, simplement présent, ta respiration s'est ralentie pour s'accorder au rythme paisible de ces lieux, profonde et régulière, et ton esprit s'est apaisé. Les cours t'enseignent leur propre forme de méditation. Une peinée de l'attention portée à des éléments simples, eau, pierre, bois, mousse, gravier, lumière et ombre, tous disposés avec soin, tous contribuant à une harmonie discrète. Tu prends conscience de tes sens, du son de l'eau,
de la fraîcheur de la pierre, de l'odeur de la terre humide et de la végétation. Cette attention sensorielle te ramène pleinement dans l'instant présent, effaçant toute pensée du passé ou de l'avenir. Les passages entre les cours sont étroits et sombres, exigeants. Un déplacement attentif, et cette vigilance renforce encore ta présence. Tu ne peux pas traverser ces lieux à la hâte, et tu ralentis naturellement, attentif à chaque pas. Finalement, un passage te ramène vers une rue, et tu réapparais dans l'espace public après avoir traversé ce monde intérieur. La rue te semble différente désormais, non plus comme une limite, mais comme une surface extérieure, sous laquelle existe toujours ce réseau calme de cours cachés. Tu comprends que Kyoto possède deux vies, celle des rues et des échanges, et celle des cours et de la contemplation, toutes deux essentielles et liées. La ville respire entre ces deux états, s'ouvrant au public le jour, se repliant vers l'intérieur la nuit, et tu as parcouru ce repli nocturne, marchant dans les cours silencieuses où la ville se repose et se régénère. Tu continues le long de la rue, emportant avec toi le souvenir des bassins de pierre, des tuyaux de bambou, de la mousse, du gravier et des pierres soigneusement disposées, et derrière toi, les cours demeurent, cachés et paisibles, attendant le jour suivant, conservant leur beauté silencieuse dans l'obscurité. La rue que tu suis commence maintenant à monter légèrement, s'élevant au rythme du relief, comme si elle cherchait l'un des quartiers de temples de Kyoto, là où la terre prend doucement de la hauteur. Le Kyoto médiéval compte des centaines de temples et de sanctuaires, des lieux sacrés bouddhistes et shinto dispersés dans toute la ville, et beaucoup sont installés sur des pentes, sur des collines, dominant la vallée urbaine. En montant, tu sens que le caractère des bâtiments change. Subtilement, l'ensemble devient un peu moins dense, l'espace entre les structures s'élargit, et la rue respire davantage. Les maisons d'habitation laissent place à des propriétés plus vastes. Des ensembles entourés de murs, et derrière ces murs tu perçois autre chose, une présence différente, plus ample, plus monumentale. En levant les yeux au-delà des lignes de toit, tu distingues des formes qui se dressent contre le ciel nocturne, des masses plus sombres qui suggèrent des constructions plus grandes. Ce sont des bâtiments de temples, et leur toiture dépasse l'échelle des habitations, dessinant des profils qui s'imposent au-dessus du quartier. Même dans l'obscurité, tu reconnais ces toits à leur forme particulière, des surfaces de tuiles lourdes, dont les avant-toits se courbent vers le haut, traçant des lignes douces sous les étoiles. Cette courbure est typique de l'architecture des temples bouddhistes. Et elle sert à la fois des raisons pratiques et esthétiques, guidant l'eau depuis loin des murs tout en créant une élégance calme. Les toitures reposent sur des systèmes de consoles complexes, des pièces de bois qui s'avancent en paliers depuis les murs, formant des motifs élaborés qui répartissent le poids considérable du toit. Ces consoles créent de l'ombre et de la profondeur même dans la nuit, et tu devines, à travers ce simple relief, la sophistication de la charpente traditionnelle. Plus loin, dominant toutes les autres formes, tu vois la silhouette reconnaissable d'une pagode, une tour à étages qui signale un complexe de temples particulièrement important. La pagode semble haute de 5 niveaux, chaque étage un peu plus petit que le précédent, formant une élévation qui s'élance peut-être à 20 mètres, ou un peu plus. Dans l'air nocturne, chaque niveau possède son propre toit, et ces toits répètent la courbe légère des avant-toits, créant un empilement régulier de lignes horizontales. La pagode est à la fois un reliquaire, abritant des objets sacrés, et une déclaration architecturale, annonçant la présence du temple à l'échelle de la ville. Entière, le jour, elle serait visible de très loin, son bois sombre et ses tuiles se détachant sur le ciel, mais maintenant elle n'est qu'un contour, une forme découpée par l'absence de lumière. Tu continues de monter, et la rue te mène vers l'entrée d'un temple, marqué par une grande porte de bois, un mont, ouverte malgré l'heure tardive. La porte est massive, peut-être haute de 6 mètres, construite avec des poutres épaisses, patinées en brun sombre, et son toit dépasse largement, créant de profondes zones d'ombre sous sa protection. Tu franchis la porte, et dès que tu entres dans l'enceinte du temple, l'atmosphère change, devenant plus formelle, plus recueillie, comme si l'air
lui-même se tenait autrement, le chemin au-delà est recouvert de gravier, des pierres claires qui se distinguent faiblement dans l'obscurité, formant un ruban pâle qui conduit vers les bâtiments. Sous tes pas, le gravier craque doucement, et ce petit son paraît plus présent ici, amplifié par le calme profond de l'espace sacré. Les enceintes de temples sont entretenues dans le silence, et le gravier a une fonction pratique autant que symbolique, il annonce le passage, et il encourage une marche attentive. De chaque côté du chemin, des lanternes de pierre se tiennent à intervalles réguliers, des théères taillées dans le granit, et même si aucune flamme ne brûle en elles, elles marquent la voie, créant un rythme discret. Ces lanternes sont anciennes, leur surface est tachée, patinée, couverte par endroits de mousse et de lichen, et elles donnent l'impression d'avoir toujours été là. Comme des éléments fixes du paysage. Au-delà, tu devines des jardins, des zones de végétation soigneusement entretenues, mais dans la nuit tu ne vois que des suggestions, des formes plus sombres qui pourraient être des arbres ou des arbustes. Le chemin t'approche de la salle principale, un grand bâtiment de bois posé sur une plateforme de pierre, légèrement surélevée au-dessus du sol. Des marches de pierre mènent à cette plateforme, large et peu haute, usée au centre par d'innombrables passages, et tu les montes lentement, sentant leur solidité sous tes pieds. Arrivé en haut, tu te tiens sur la plateforme face au hall, et le bâtiment se révèle davantage. Même sans lumière, le hall est vaste, peut-être 15 mètres de large et 9 de profondeur, soutenu par de grands piliers de bois qui montent de la plateforme jusqu'au toit. Ces piliers sont parfaitement droits, taillés dans des troncs entiers, et ils ont la couleur profonde du cyprès vieilli, un bois recherché pour les temples. Entre les piliers, les parois alternent entre sections pleines et sections à claire-voie, des parties qui laissent circuler l'air à l'intérieur tout en maintenant l'ensemble protégé. Au-dessus, le toit est l'élément le plus impressionnant, une vaste surface de tuiles sombres, qui déborde largement des murs, et repose sur les consoles complexes de la charpente. Le poids du toit est immense, des tonnes de tuiles d'argile et de bois, et pourtant il semble presque flotter, les consoles créant une illusion de légèreté malgré la masse. La courbe des avant-toits paraît parfaite, comme un accord entre la ligne droite et l'arc, une harmonie visuelle simple à contempler, même dans l'ombre. Tu fais le tour de la plateforme, contournant lentement le hall, et selon l'angle, le bâtiment change, les ombres se déplacent, les lignes de toit se répondent. Autrement, à l'arrière, tu trouves un bâtiment plus petit, peut-être un dépôt de textes sacrés ou une salle de méditation, relié au hall principal par une galerie couverte. Ce bâtiment secondaire reprend le même langage architectural, mais à une échelle réduite, gardant l'harmonie tout en servant une autre fonction. Plus haut sur la pente, tu distingues mieux la pagode, sa base entourée d'arbres, ses étages supérieurs montant au-dessus de la cime. Elle se tient parfaitement verticale, entièrement en bois, preuve de la précision des assemblages traditionnels et de la compréhension des forces qui maintiennent l'équilibre. Chaque étage est défini par son toit saillant, et l'espacement entre ces toits crée un rythme qui attire naturellement le regard vers le haut, jusqu'à la pointe. Tout en haut, tu devines la flèche, un élément métallique, probablement en bronze, s'élevant au-dessus du dernier toit. Terminé par des formes symboliques, tu ne peux pas en voir les détails dans la nuit, mais tu sais qu'ils sont là, intégrés à l'ensemble de signes et de sens que ces lieux portent. L'enceinte est silencieuse, personne d'autre ne semble présent à cette heure, et tu avances avec respect, en laissant l'espace rester lui-même. Le silence ici n'est pas le même que celui des rues résidentielles, il est plus absolu, plus intentionnel, comme cultivé pour soutenir l'atmosphère spirituelle. Tu repères un banc de pierre près du chemin, placé pour la contemplation, et tu t'assois, levant les yeux vers la pagode et le hall, silhouette sombre sous le ciel. Les bâtiments de temple ont une présence qui dépasse leur forme physique. Comme s'ils contenaient des siècles de dévotion, de prière, de rituels répétés, le Kyoto médiéval est un centre spirituel, abritant de nombreuses écoles bouddhistes, d'innombrables prêtres et moines, et des temples comme celui-ci sont au cœur de cette vie intérieure, et pourtant,
Ces temples ne sont pas séparés de la ville, ils ne sont pas isolés sur des sommets lointains, ils sont intégrés au tissu urbain, accessibles, proches, présents dans la vie quotidienne. Assis sur le banc, tu respires l'air frais de la nuit, et tu ressens le calme que ces lieux sont conçus pour offrir, les lignes courbes des toits au-dessus de toi, l'élan vertical de la pagode, l'agencement attentif des bâtiments et des jardins. Tout s'accorde pour créer un espace propice au recueillement. Tu remarques comment l'architecture du temple propose un contrepoint vertical à l'horizontalité des maisons, apportant une variété douce, suggérant quelque chose qui s'élève. Là où les habitations restent basses et modestes, les temples montent vers le ciel, orientent le regard vers le haut, relient la terre à ce qui la dépasse, rappelant d'autres dimensions que le simple visible, mais même en s'élevant, ils restent en harmonie avec ce qui les entoure, utilisant les mêmes matériaux, les mêmes techniques, les mêmes principes d'équilibre, bois et tuiles, consoles et toits courbes, proportions attentives et soins du détail. Tout cela relie l'architecture sacrée et l'architecture quotidienne. Tu te relèves, et tu continues d'explorer l'enceinte, suivant des sentiers qui serpentent dans les jardins, passant près de petits sanctuaires et de pierres commémoratives. Chaque élément semble placé avec intention, contribuant à la composition générale, créant de la beauté par l'arrangement plutôt que par l'abondance. Les chemins te ramènent peu à peu vers le bas, vers la grande porte, et en descendant tu te retournes. Encore une fois vers la pagode, elle se tient là, patiente, stable, marquant ce lieu sacré, visible à travers la ville, comme un repère vertical dans le paysage de Kyoto. Tu franchis la porte et tu quittes l'enceinte du temple, retrouvant la rue, et tout de suite la ville résidentielle t'entoure à nouveau. Tu redescends maintenant du quartier des temples vers le cœur commercial de Kyoto, en suivant des rues qui mènent vers les zones où marchands et artisans exercent leur activité. La transition est progressive, marquée par des changements dans la taille et l'agencement des bâtiments, par l'apparition de façades de boutiques le long de la rue, par le passage d'un espace purement résidentiel à une architecture mêlant habitation et travail. Les rues s'élargissent légèrement, atteignant peut-être 4 ou 5 mètres de large, assez pour laisser passer des charrettes durant la journée, pour charger et décharger les marchandises. Les bâtiments sont conçus pour le commerce. Leur rez-de-chaussée pensé pour s'ouvrir entièrement pendant les heures d'activité, leurs étages supérieurs servant de réserve ou de lieu de vie pour les marchands et leurs familles. Mais maintenant, au cœur de la nuit, toute activité commerciale s'est arrêtée, et les boutiques sont closes et sombres, leurs façades scellées par de lourds volets de bois. Ces volets sont solides, faits de planches épaisses qui coulissent horizontalement dans des rainures, et une fois fermés, ils forment des parois pleines qui protègent les marchandises et assurent la sécurité. Contrairement aux délicats écrans de papier des maisons, ces volets sont conçus pour la résistance. Pensés pour dissuader le vol et les dégradations, chaque devanture est différente, reflétant le métier ou les biens vendus à l'intérieur, mais toutes suivent le même principe, des barrières mobiles qui transforment l'espace selon l'heure. Tu marches lentement le long de cette rue commerçante, observant les façades closes, imaginant ce qu'elles abritent, les activités qui se déroulent derrière ces murs de bois. Sur un bâtiment, une enseigne suspendue au-dessus des volets attire ton regard. Une planche de bois gravée de caractères que tu ne peux pas lire, indiquant le nom ou la spécialité de l'échoppe. L'enseigne oscille légèrement dans la brise nocturne, produisant un léger grincement. Seul mouvement perceptible dans cette rue immobile, un autre bâtiment présente des motifs sculptés dans les poutres au-dessus de l'entrée, des formes géométriques ou naturelles stylisées, signes de fierté et de prospérité. Ces détails décoratifs suggèrent des moyens supérieurs au strict nécessaire, une volonté d'allier beauté et utilité. La rue se courbe, et tu la suis, les boutiques se succédant sans fin, semblables dans leur fermeture, uniques dans leurs détails. Certaines laissent entrevoir, à travers un interstice, des étagères encore garnies, des bols en céramique, des rouleaux de tissu, des objets qui attendent le matin. Ces aperçus laissent deviner la diversité des biens disponibles à Kyoto. L'économie complexe qui soutient une population nombreuse.
Tu passes devant ce qui semble être une boutique de saké, reconnaissable aux grandes jarres de céramique visibles dans l'ombre. À côté, une échoppe montre des piles de tissus, peut-être de la soie, leur texture invisible mais leur présence suggérée par des formes régulières. Plus loin, un magasin semble vendre des objets en bois, seaux, coffres, ustensiles domestiques, soigneusement rangés et en attente. La rue débouche ensuite sur un espace plus vaste, un quartier de marché où plusieurs voies se rejoignent, formant une place d'une quinzaine de mètres de large. Le jour, cet endroit serait animé par des étals temporaires. Des vendeurs de produits frais, des clients circulant entre les stands, mais maintenant il est vide. Le sol de terre battue porte encore les traces des échanges passés, marques de roues et de pas dessinant des motifs discrets. Les bâtiments qui entourent cet espace sont plus grands, à plusieurs niveaux. Peut-être des entrepôts ou des lieux de commerce de gros. Leurs façades closes forment de longs murs continus, et l'obscurité de la place les rend presque imposants. Tu traverses lentement cet espace, tes pas produisant un léger écho contre les bâtiments, et tu remarques quelques détails. Dans un coin, des caisses en bois sont empilées, prêtes à être remplies ou déjà chargées. Un peu plus loin, une charrette repose, les brancards posés au sol, attendant la reprise de l'activité. Près du centre, un poteau de pierre, lissé par les mains, servait sans doute à attacher des animaux pendant le marché. Ces objets parlent de la vie diurne du lieu, des outils et des systèmes qui rendent le commerce possible. Mais maintenant, ils sont immobiles, leurs fonctions suspendues, et l'espace semble vaste et vide. Dans l'attente, tu poursuis ton chemin et entres dans une autre rue commerçante, bordée cette fois d'ateliers d'artisans. Les bâtiments montrent des signes de travail spécialisés, de larges ouvertures pour déplacer des objets volumineux, des fenêtres conçues pour laisser entrer la lumière. Dans l'un d'eux, tu devines un atelier derrière les volets, des tables, des outils à peine visibles dans l'obscurité, peut-être un menuisier, un fabricant de meubles, quelqu'un qui façonne le bois pour créer des objets utiles. Plus loin, un autre bâtiment évoque le travail du métal, une ouverture plus large pour laisser s'échapper la chaleur pendant la journée. La rue continue, et les ateliers aussi, chacun représentant un savoir-faire, une contribution à l'économie variée du Kyoto. Médiévale, la ville n'est pas avant tout industrielle, mais elle soutient une production artisanale importante, des objets destinés à l'usage local comme à l'échange. Kyoto est réputé pour la soie, la céramique, la laque, pour des métiers exigeant des années d'apprentissage et produisant des œuvres belles et fonctionnelles. Tu passes devant un bâtiment qui pourrait abriter un atelier textile, reconnaissable à sa façade particulièrement large. Les volets y sont peints d'un rouge sombre, et cette touche de couleur, même à peine visible, suggère une attention particulière à l'apparence. Un peu plus loin, tu identifies ce qui semble être une boutique de thé, vendant feuilles et ustensiles. Liée à cette boisson quotidienne, la culture du thé est déjà importante à Kyoto, présente dans la vie quotidienne bien avant les cérémonies formalisées des siècles suivants. La rue se rétrécit à nouveau, retrouvant une échelle résidentielle, et les boutiques laissent place aux maisons, le quartier commercial s'effaçant aussi doucement qu'il est apparu. Tu remarques comment Kyoto mêle les usages plutôt que de les séparer strictement, commerce et habitation s'entrelacent, formant des quartiers complets. Ce mélange permet aux habitants de vivre près de leur travail, de concentrer la vie quotidienne dans des espaces réduits, renforçant l'identité locale. Tu ralentis encore, pensant à ces boutiques closes, à l'énergie qui reviendra avec le jour, à l'activité qui soutient la vie urbaine. Le Kyoto médiéval repose sur l'échange, sur l'artisanat, sur les compétences de ceux qui y vivent. Mais la nuit suspend tout cela, ne laissant que des traces, des volets fermés, des places vides, des outils en attente. La ville se repose de son travail comme de toute chose, gardant ses forces pour le lendemain. Tu tournes dans une rue plus calme, quittant les zones commerciales, et les maisons t'entourent à nouveau, leur façade de bois familière et rassurante. Le contraste entre les boutiques endormies et les maisons habitées devient clair. Soulignant la différence entre la vie publique et la vie intime, les commerces existent pour l'échange,
les maisons pour le repos, et la nuit révèlent cette distinction, les habitations s'animent de lueurs douces. Tandis que les boutiques restent plongées dans l'ombre, tu continues de marcher, portant avec toi l'image des façades closes, la présence silencieuse d'une activité qui reviendra avec l'aube, mais pour l'instant, les boutiques dorment, la ville se repose, et seules les rues calmes et les bâtiments de bois accompagnent ton pas. Tu marches maintenant dans des rues purement résidentielles, des zones où aucun commerce n'existe, où les bâtiments n'ont qu'une seule fonction, abriter les familles qui y vivent. Ces rues sont plus étroites que les artères commerçantes, juste assez larges pour que deux personnes puissent marcher côte à côte, et elles serpentent doucement à travers les quartiers. Les bâtiments sont modestes, des constructions en bois d'un ou deux niveaux, disposées très près les unes des autres, partageant parfois des murs, formant des alignements continus. Malgré cette densité, chaque maison conserve son identité, visible dans de légères différences de construction, dans la disposition des ouvertures. Dans la teinte du bois, les façades de bois paraissent plus sombres la nuit, absorbant la faible lumière disponible, créant de chaque côté de la rue des parois d'ombre. Derrière ces façades, derrière les murs de bois et les cloisons coulissantes, les familles entrent dans le rythme du soir et de la nuit. Tu perçois cette vie sans jamais la voir directement, à travers de petits signes qui franchissent discrètement la frontière entre privé et public. La lumière traverse les écrans de Chi. Une lueur chaude et orangée qui révèle la trame régulière des cadres de bois, le papier translucide tendu dessus. Cette lumière est douce, jamais agressive, et elle crée une atmosphère paisible. À l'intérieur comme à l'extérieur des maisons, à travers ces écrans lumineux, tu distingues des ombres, des silhouettes qui se déplacent à l'intérieur, occupées au geste du soir. Une silhouette montre quelqu'un agenouillé, sans doute devant une table basse, en train de manger tard ou de terminer une tâche. Une autre montre deux personnes assises côte à côte, proches l'une de l'autre, suggérant une conversation ou une simple présence partagée. Ces ombres révèlent la vie sans en exposer les détails, préservant l'intimité tout en affirmant la présence humaine. Tu remarques que la lumière varie d'une maison à l'autre, plus forte ici, plus faible là, reflétant les activités et les habitudes propres à chaque foyer. Dans une maison, la lueur est très faible, probablement une seule lampe, juste assez pour voir, signe que le sommeil approche. Dans une autre, la lumière est plus vive et plus diffuse, suggérant une famille encore réunie, peut-être avec des enfants éveillés. Ces différences racontent des rythmes individuels, des foyers qui suivent leur propre cadence, choisissant chacun le moment du repos. Des sons parviennent parfois jusqu'à toi, très discrets, étouffés par le bois mais suffisamment présents pour être perçus. Tu entends des voix, du japonais murmuré, trop bas pour distinguer les mots, mais dont la musicalité reste perceptible. Les voix sont calmes, posées, évoquant des échanges paisibles, sans tension ni urgence. Tu entends aussi des bruits domestiques, le léger choc d'ustensiles en bois, un objet posé doucement, le grincement d'un plancher sous des pas. Ces sons restent à la limite de l'audible, formant un fond sonore discret qui signale simplement que l'espace est habité. Un bébé pleure brièvement, un cri fin qui monte puis s'éteint, sans doute apaisé aussitôt, et le calme revient. Quelque part, une porte coulissante s'ouvre, le son caractéristique du chi glissant dans sa rainure, puis se referme. Ces sons apparaissent et disparaissent, jamais prolongés, jamais envahissants, de simples ruptures dans le silence. Tu passes devant une maison d'où s'échappe un peu de musique, très faible, quelqu'un s'exerçant peut-être à un instrument à cordes, un koto ou un biwa. Les notes sont fines, précises, la mélodie est inconnue, et elle flotte un instant dans la rue avant de s'interrompre. Le silence qui suit semble plus profond encore, comme si l'absence de musique accentuait le calme. Tu observes comment la rue elle-même favorise le silence, comment la terre battue et le bois absorbent les sons, empêchant tout écho de s'installer. Dans cet environnement, le moindre bruit devient perceptible, le froissement d'un vêtement, le glissement d'un pas. Le Kyoto médiéval, la nuit, fonctionne à un autre volume que le jour. Tout est atténué,
Ajustée pour respecter l'heure et le besoin de repos, la rue débouche légèrement sur une petite place de quartier, un simple élargissement où plusieurs rues se rencontrent, et tu y vois un puits de pierre, source d'eau commune. Le puits est couvert d'un couvercle de bois, fermé pour la nuit, mais à côté reposent plusieurs seaux en bois laissés par les habitants. Ces seaux sont simples et robustes, faits de planches cerclées de métal, polies par des années d'usage. Il parle de ressources partagées, d'infrastructures entretenues collectivement, de l'interdépendance de la vie de quartier. Autour de la place, les maisons sont tournées vers cet espace commun. Leurs ouvertures orientées vers le puits, créant une forme de surveillance collective. Le jour, cet endroit serait un centre social, lieu de rencontre, de jeux d'enfants, d'échanges entre voisins, mais la nuit, il est vide, les habitants retirés dans leur foyer, la place attendant le matin. Tu t'assieds un instant sur le rebord du puits et regardes les maisons qui t'entourent, chacune abrite une famille, parfois plusieurs générations, chacune formant un monde de relations et d'habitudes. Derrière les écrans lumineux vivent grands-parents, parents et enfants, unis au sein du foyer, cellule essentielle de la société japonaise médiévale, c'est là que se transmettent les valeurs. Que se construit l'identité, que s'exerce le soin entre générations, ces maisons de bois protègent tout cela, offrant le cadre matériel où se déploie la vie humaine. Tu remarques que malgré l'intimité préservée par les murs et les écrans, les maisons ne sont pas isolées, elles partagent la place, le puits, les rues, et leur proximité crée une conscience mutuelle inévitable. Les voisins entendent les sons, perçoivent les odeurs, voient les allées et venues, formant un réseau de connaissances. Partagée, cette proximité peut soutenir, offrir entraide et communauté, mais elle peut aussi contraindre. La société japonaise médiévale équilibre ces tensions par des codes de conduite précis. Des règles de courtoisie qui maintiennent l'harmonie, les écrans lumineux, les sons étouffés, le respect strict des limites malgré la promiscuité en sont l'expression. Tu te lèves et poursuis ta marche, laissant la petite place derrière toi, empruntant une autre rue résidentielle. Cette rue est particulièrement étroite, les maisons très proches, leurs murs séparés de quelques pas seulement, formant un passage presque tunnel. Ici, la lumière des maisons se répand d'un côté à l'autre, créant des zones plus claires où les lueurs se croisent. Dans ces zones, tu distingues davantage de détails, le grain du bois, la texture de l'enduit, la précision des assemblages. Mais la rue reste majoritairement sombre, la lumière insuffisante pour éclairer vraiment, créant seulement des îlots chaleureux dans l'ombre. Tu avances lentement, conscient des familles qui dorment ou s'endorment de part et d'autre, à quelques mètres à peine. Les parois de bois qui te séparent d'elles sont fines, parfois de quelques centimètres seulement, et pourtant la séparation est totale. À l'intérieur, la vie privée. À l'extérieur, l'espace public. Une frontière respectée par accord commun plutôt que par épaisseur. Ici, l'intimité ne vient pas de la masse, comme dans les villes de pierre, mais du respect partagé. La rue continue de serpenter, les maisons t'accompagnent. Et les lueurs, les sons discrets, la présence humaine derrière les murs reste avec toi. Tu traverses ce paysage habité avec retenue, sans intrusion, reconnaissant les vies autour de toi sans y pénétrer. Les familles poursuivent leur routine du soir, indifférentes ou vaguement conscientes de ton passage. Tu es simplement quelqu'un qui traverse la nuit, partie intégrante de la ville, ni menace ni curiosité, et cette acceptation silencieuse, cette coexistence paisible entre habitants et passants, fait de ces rues de Kyoto un lieu sûr et apaisant, même dans l'obscurité. La nuit a maintenant atteint son point le plus profond, ces heures où même les derniers foyers encore éveillés ont cédé au sommeil, où la ville existe dans son état le plus silencieux. Les rues que tu parcours sont vides de toute présence autre que la tienne, aucun autre visage, aucun signe d'activité humaine ne traverse l'immobilité profonde. Les bâtiments autour de toi sont devenus uniformes dans leur obscurité, les lumières derrière les écrans de chi se sont éteintes une à une, ne laissant que de rares lueurs qui signalent ceux qui ne dorment pas encore. Ces quelques lumières restantes sont faibles et isolées,
des points solitaires d'éveil dans une ville presque entièrement abandonnée au repos. Tu marches plus lentement maintenant, ton allure ayant diminué peu à peu au fil des heures, ton corps répondant à la fatigue et au silence en dépensant moins d'énergie, chaque pas est posé, complet, demandant une intention consciente, et les intervalles entre les pas s'allongent tandis que tu t'arrêtes plus souvent. Les façades de bois à tes côtés ont perdu leur caractère individuel, se fondant toutes ensemble en de longues parois d'ombre continue, les différences n'étant plus visibles ni importantes, les rues elles aussi se ressemblent désormais, toutes étroites, toutes bordées de bâtiments de bois, toutes serpentant dans l'obscurité, au point que tu ne distingues plus l'une de l'autre. Cette uniformité n'est pas monotone, elle est apaisante, elle supprime le besoin de s'orienter ou de se souvenir, et te permet d'exister uniquement dans l'instant présent, sans contexte. Tu remarques que ton attention s'est resserrée, qu'elle ne saisit plus l'ensemble de l'environnement mais seulement ce qui est tout proche. Quelques mètres de rue devant toi, ce rétrécissement de la perception semble naturel, adapté à l'heure et à la nuit, un retrait vers une sphère plus petite et plus douce de conscience, les sons se sont presque totalement éteints, les bruits domestiques ont cessé, ne laissant que les murmures diffus de la nuit elle-même, tu entends ta respiration lente et profonde, et le son discret de tes pas, irréguliers, devenus les principaux événements sonores dans le calme. Par moments, tu entends le vent, circulant dans les rues étroites, effleurant une végétation invisible, produisant de légers sifflements en rencontrant des obstacles. Le vent est frais et sec, sans odeur, simple mouvement d'air qui touche ton visage avec douceur et te rappelle le monde physique. Tu entends aussi le bois qui craque, les bâtiments qui travaillent avec le changement de température, les poutres qui s'ajustent, tous ces micro-mouvements propres aux structures de bois. Ces sons apparaissent de manière dispersée, sans rythme, formant un fond discret qui empêche le silence d'être totalement absolu. Mais l'essentiel reste le calme, profond et enveloppant, une immobilité qui s'étend dans toutes les directions et suspend la ville. Les rues continuent de serpenter, et tu continues de les suivre, mais ton sens de l'orientation s'est dissous, tu ne sais plus et tu ne te soucies plus de la direction. Le Kyoto médiéval est un labyrinthe, ses rues s'entrelacent en motifs complexes, et sans repère diurne, toute navigation devient impossible, mais tu n'as pas besoin de te repérer, ni d'atteindre un lieu précis, il suffit de continuer à avancer, de rester dans cet état de présence douce. Marcher est devenu presque automatique, tes jambes bougent sans directive consciente. Ton corps maintient l'équilibre et le mouvement sans que ton esprit intervienne. Ce mouvement automatique permet à ton esprit de devenir très calme, les pensées apparaissant rarement et sans consistance, se dissolvant presque aussitôt. Tu remarques combien ton activité mentale a diminué au fil des heures, comment la stimulation douce et continue des rues et des bâtiments a peu à peu apaisé le dialogue intérieur. La marche méditative, pratiquée dans certaines traditions bouddhistes, repose précisément sur ce mécanisme, le mouvement du corps créant les conditions du silence intérieur. Et tu vis cela maintenant, sans l'avoir cherché, la ville et la nuit s'unissant pour t'amener dans cet état méditatif. Les bâtiments de bois continuent de t'accompagner, leur présence constante mais discrète, n'exigeant plus ton attention, simplement là, comme un décor stable pour ton déplacement. Tu remarques que tu as cessé d'observer les détails, cessé d'essayer de comprendre ou de mémoriser ce que tu vois, laissant simplement l'expérience traverser ta conscience. Ce non-attachement est paisible, libérateur, il enlève le poids de l'analyse et du souvenir, laissant une expérience pure, sans interprétation. La rue se rétrécit ou s'élargit peut-être, tu n'en es plus certain, ces distinctions ne s'enregistrent plus clairement, l'obscurité est uniforme maintenant, ou semble l'être. Toutes les nuances de noir se fondant en un seul champ continu de faible visibilité, tu te déplaces dans cette obscurité comme de l'eau dans des canaux, suivant naturellement le chemin sans préférence ni intention. Le temps est devenu impossible à mesurer, les heures se confondent, la nuit semble s'étendre indéfiniment. Tu pourrais marcher depuis quelques minutes ou depuis des heures, tu ne saurais le dire, les repères nécessaires pour estimer la durée ont disparu.
il n'y a que cet instant présent, et il paraît contenir tout le temps, le passé et le futur repliés dans un maintenant éternel, tes pas continus, encore plus légers, presque silencieux, et tu te demandes parfois si tu marches réellement ou si tu rêves de marcher. La frontière entre l'éveil et le sommeil est devenue perméable, laissant des éléments du rêve s'infiltrer dans la conscience, tu te sens à la fois présent et absent, conscient et flottant, ici et ailleurs, existant dans plusieurs états à la fois, les bâtiments à tes côtés semblent moins solides, plus suggérés que réellement perçus, comme des formes esquissées plutôt que pleinement définies, le bois et l'obscurité se sont mêlés, créant des silhouettes qui pourraient être de l'architecture ou de simples ombres, et tu ne cherches plus à distinguer. La rue continue, où se termine, ou revient sur elle-même, la géographie devient fluide, refusant les règles habituelles de l'espace. Tu acceptes cette qualité onirique sans confusion ni inquiétude, avançant simplement dans l'espace qui se présente, ta respiration s'est entièrement synchronisée avec tes pas, chaque souffle s'étendant sur plusieurs enjambées, créant un rythme lent et enveloppant, ce rythme est hypnotique, t'entraînant plus profondément encore dans l'espace entre veille et sommeil. La ville elle aussi semble respirer, s'ouvrir et se refermer doucement, en accord avec ton propre souffle. Kyoto et toi vous êtes confondus, un seul organisme, une seule conscience, traversant la nuit ensemble, les rues de bois te soutiennent avec douceur, et tu leur fais pleinement confiance, t'abandonnant à leur guidance. L'obscurité t'enveloppe comme un tissu souple, protecteur, presque chaud malgré l'air frais. Ta conscience s'atténue maintenant, devenant plus faible, comme une lampe dont l'huile s'épuise, vacillante mais encore allumée. Tu continues de marcher, ou peut-être t'es-tu arrêté, immobile pendant que la ville semble bouger autour de toi. La distinction n'est plus claire, la nuit profonde maintient tout en suspension, le temps, le mouvement, la conscience, tout retenu dans une pause douce, et tu te reposes dans cette suspension, ni en marche ni immobile, ni éveillé ni endormi, simplement présent dans l'espace entre les états. Les bâtiments de bois continuent leur attente silencieuse. Les rues poursuivent leur détour paisible, et la nuit avance lentement vers l'aube, mais l'aube est encore loin, et tu restes tenu dans la partie la plus profonde de l'obscurité, dans le cœur le plus silencieux de la nuit, là où rien n'est requis, rien n'est attendu, rien n'a besoin d'arriver, seulement cette présence douce, cette conscience légère, cet être paisible, dans le Kyoto médiéval, au cœur de la nuit, dans les rues de bois qui semblent ne jamais finir. Tu ne marches plus, ou peut-être que si, la distinction n'a plus aucun sens, elle n'a plus d'importance pour ce que tu vis maintenant, il y a une présence ici, dans cet espace, dans cet instant, mais savoir si cette présence est en mouvement ou immobile n'a plus de réponse. Kyoto t'entoure, ou bien c'est toi qui entoures Kyoto, ou bien la frontière entre toi et la ville s'est entièrement dissoute, ne laissant qu'une conscience sans séparation. Les bâtiments de bois existent quelque part. Leurs façades sombres dressées dans la nuit, leurs écrans parfois faiblement lumineux ou déjà éteints, leurs toits abritant des familles endormies, mais ils existent davantage comme une idée que comme une réalité physique. Comme des suggestions de forme plutôt que comme des structures solides, les rues existent quelque part aussi, serpentant à travers la ville, reliant des espaces, guidant un mouvement qui a peut-être lieu ou peut-être pas, mais elles aussi sont devenues abstraites, des chemins de conscience plutôt que de simples sols de terre ou de pierre. L'obscurité demeure, entière et douce, ni menaçante ni rassurante, simplement présente, simplement ce qu'est l'obscurité, elle enveloppe tout, ou peut être qu'elle est tout, l'état fondamental d'où tout émerge et où tout retourne. Tu te reposes dans cette obscurité, ou bien c'est l'obscurité qui se repose en toi, la relation est réciproque. Égal, il n'y a plus d'effort maintenant, plus d'intention, plus de volonté orientée vers un résultat quelconque, seulement l'être, pur et simple, sans attribut, sans définition, la respiration continue, lente et peu profonde, à peine un mouvement d'air, juste ce qu'il faut pour maintenir l'existence physique. Chaque souffle est complet en lui-même, sans pensée, sans contrôle, se produisant naturellement,
Le battement du cœur continue aussi, régulier et discret, faisant circuler le sang. Maintenant les fonctions du corps sans participation consciente, ces processus biologiques se déroulent en arrière-plan de la conscience, à peine remarqués, fonctionnant d'eux-mêmes. Le corps existe quelque part, peut-être debout, peut-être assis, peut-être allongé, la position est incertaine et sans importance, quelle que soit cette position, le corps est à l'aise, soutenu, au repos, sans rien demander, des bâtiments de bois se tiennent autour de ce corps, ou autour de l'espace où le corps pourrait se trouver, offrant abri et contexte. Ils sont patients, ces bâtiments, debout depuis des décennies ou des siècles, et ils continueront de l'être bien après que cet instant soit passé. Ils vivent dans leur propre temps, lent et étiré, changeant imperceptiblement au fil des années, indifférent à la brièveté de la présence humaine, la ville poursuit son existence. Vaste et complexe, s'étendant dans toutes les directions, remplie de dormeurs, de rues obscures et de temples silencieux, le Kyoto médiéval respire dans la nuit, lentement, paisiblement, sans urgence ni inquiétude. La ville a connu d'innombrables nuits semblables à celle-ci, d'innombrables personnes marchant ou se reposant dans ses rues, et elle en connaîtra encore beaucoup d'autres. La présence individuelle est temporaire et minuscule, tandis que la présence de la ville est continue, stable. Offrant une permanence à travers les générations, tu es tenu à l'intérieur de cette continuité, provisoirement partie de quelque chose de plus vaste que toi, ajoutant ton instant à la longue histoire de la ville. Mais cette contribution ne demande rien, n'exige rien, elle se produit simplement, par la seule présence. Les rues de bois demeurent sous toi, autour de toi, ou tout près, leur terre battue solide et fiable, leur direction sinueuse et indécise. Le jour, ces rues se rempliront de gens, de commerce et de conversation, de l'énergie de la vie urbaine, mais cela est encore loin, cela appartient à un futur qui n'a aucune réalité maintenant, aucune prise sur cet instant, maintenant, il n'y a que ces rues dans leur état nocturne, vides et calmes, attendant sans impatience le matin. Les écrans de chi restent dans les bâtiments, papier et bois formant des frontières translucides entre l'intérieur et l'extérieur. Quelques-uns brillent encore faiblement, signalant des foyers où le sommeil ne vient pas, où la maladie, l'inquiétude ou la simple veille persistent, mais la plupart sont sombres désormais, les lumières éteintes, les familles abandonnées au sommeil, au rêve, à l'état inconscient qui restaure. Ces dormeurs ne savent rien de ta présence, ne se soucient pas de ton passage dans leur ville, entièrement absorbés par leur repos, et cette ignorance mutuelle est parfaite, juste, permettant à chacun d'exister dans sa propre sphère sans intrusion ni obligation. La nuit continue de tout contenir, les bâtiments, les rues, les dormeurs, et la conscience qui demeure ici. Cette étreinte est douce et totale. Elle ne demande rien, n'attend rien, elle englobe simplement tout ce qui est. Le temps a cessé d'avoir un sens, la progression du passé vers le futur est suspendue, ne laissant qu'un présent éternel. Cet instant s'étend vers l'arrière et vers l'avant sans fin, contenant tous les instants, étant tout le temps. Ou peut-être que le temps n'a jamais existé, qu'il a toujours été une construction, une manière pour la conscience d'organiser l'expérience. Quoi qu'il en soit, la préoccupation du temps s'est dissipée, ne laissant qu'une présence hors du temps. L'espace aussi est devenu incertain, les limites entre ici et là-bas, entre proches et lointains, se dissolvant dans une étendue unique. Kyoto existe partout et nulle part à la fois, proche et lointaine, contenant et contenu. Les bâtiments de bois sont proches et lointains, présents et absents, solides et transparents. Toutes les contradictions coexistent, toutes les oppositions se résolvent dans la compréhension que les dualités ne sont qu'apparentes. La conscience persiste encore, à peine, comme une braise au fond d'un feu qui s'éteint, faible mais vivante. Elle observe sans effort, perçoit sans interpréter, cessant. Chercher à comprendre, c'est la forme la plus simple de conscience, dépouillée de toute complexité, réduite à une présence témoin, et ce qu'elle perçoit est surtout le vide. Ou surtout l'obscurité, ou l'absence de phénomènes distincts, seulement la sensation générale d'exister,
sans contenu précis, sans forme, la respiration poursuit son rythme lent, le cœur continue son battement discret, la nuit continue de tout porter, Kyoto continue son existence ancienne. Et la conscience continue son observation minimale, tout se déroule ensemble, tout appartient au même instant, à la même réalité, rien n'a besoin de changer, rien n'a besoin d'arriver, rien n'a besoin d'être compris, c'est suffisant, cet être simple, cette présence paisible, dans le Kyoto médiéval, dans les rues de bois, dans la nuit profonde sans début ni fin, être ici. Simplement, se reposer ici, exister ici, sans passé ni futur, sans soi ni autre, sans séparation entre la conscience et le monde qu'elle habite, les bâtiments de bois se tiennent là, l'obscurité enveloppe, le souffle circule, et la conscience se repose, doucement, silencieusement, entièrement, ici, maintenant, toujours. À Kyoto, dans la nuit, dans cette paix légère qui ne demande rien et offre tout, au repos, dans l'être, ici.